Côte d'Azur devait ouvrir cette conférence. Malheureusement, je dois vous annoncer qu'il n'a pas pu se rendre disponible pour cette journée et qu'il me prie de vous transmettre ses excuses et ses amitiés. Je vais donc céder directement le micro au vice-président de la chaleur solaire d'Enerplan, Olivier Godin, qui était connecté il y a quelques minutes et qui souhaitait vous dire quelques mots pour introduire la journée. Bonjour à tous. Donc Olivier Godin, vice-président d'Enerplan, en charge de la chaleur solaire, comme je disais précédemment. Donc une année très particulière marquée par la crise sanitaire. Et cette crise sanitaire a été un accélérateur de prise de conscience avec 4 choses qui en sont ressorties. La première de cette prise de conscience, c'est une demande des Français pour des solutions plus respectueuses de l'environnement. La deuxième, plus autonome, et une fabrication locale. Alors, plus respectueuse de l'environnement, donc des solutions qui ne fument plus, qui n'émettent plus de particules, que ce soit du CO2 ou de la pollution, et qui ne consomment plus de ressources. Plus autonome, il y a eu des transports de marchandises, que ce soit l'énergie, que ce soit le technicien qui venait ou les pièces pour réparer une chaudière. Et donc, tout ça, ce sont des risques pour garantir la sécurité du chauffage et de l'eau chaude du foyer. Et donc, c'est des risques de tomber malade, s'il fait froid, ce sont des risques. Et donc, aujourd'hui, une demande pour des solutions plus autonomes. Et une fabrication locale s'est émergée, donc des cycles courts, moins perturbés par des barrières aux frontières, des quinzaines, voilà, toutes ces notions. Le solaire thermique y répond parfaitement. C'était vraiment un accélérateur, parce que c'est la seule solution qui émet 0 particules, ni fumée, ni CO2, qui ne consomme pas de ressources. C'est une énergie qui est disponible sur le toit dans le jardin, donc dans tous les endroits où, et donc ça permet de rendre plus autonome les habitations, les besoins de chaleur. 2 exemples à ça. Il y a eu 2 réseaux de chaleur qui se sont récemment créés, de 10 gigawatts, un à Narbonne et à Creutzwald. Donc c'est 10 gigawatts thermiques supplémentaires de calories qui ont été connectés. Ça, c'est pour le collectif. Un autre exemple pour le particulier, que vous verrez dans la vidéo ultérieurement, eh bien, des retours de personnes autonomes en solaire, donc 100% solaire. Donc des personnes qui ont consommé moins de 20 € chauffage et eau chaude à l'année. Moins de 20 €, ça représente la consommation électrique d'une chaudière, parce qu'il y a un ventilateur. Donc 0 particules, 0 consommation de propane, de gaz, de fuel, donc vraiment, c'est même pas la consommation électrique d'une chaudière. Donc le 0 carbone est possible dès maintenant. Et c'est possible grâce au solaire thermique. Le solaire thermique permet aussi la souveraineté énergétique de la France. Il y aura moins d'importation d'énergie, moins de transport, moins de barrières. Ça permet aussi une fabrication locale. Le thermique est la seule solution où on n'importe pas de chaudières ou de pompes à chaleur d'autres pays ou de composants. Là, en France, le solaire thermique est fabriqué, la France est exportatrice nette, c'est-à-dire qu'on exporte plus que ce qu'on importe en solaire thermique. Donc vraiment une solution locale. Le solaire valorise aussi les habitations. Une maison qui consomme 2 fois moins, c'est une maison qui gagne une étiquette énergétique qui valorise. Ce sont des solutions durables. Panneaux solaires thermiques, ça dure plus de 30 ans. Recyclables, c'est du verre qui est séparé du cuivre et de l'aluminium pour le cadre. Tout ça, c'est recyclable indéfiniment. Donc, ce sont des solutions extrêmement vertueuses.
Le solaire s'applique à toute la rénovation, mais aussi dans des bâtiments neufs, dans des process industriels, des piscines, réseaux de chaleur, toutes ces solutions-là que nous verrons dans la journée avec les intervenants. Le solaire, c'est aussi l'énergie la plus appréciée des Français. C'est la plus vertueuse. Ça s'est traduit aussi dans les urnes avec un raz-de-marée au municipal vert. Voilà ce que je souhaitais faire le point sur cette particularité de spécificité de cette année. Et je vais laisser la main à Vincent pour la suite. Bonne journée. Merci, merci Olivier pour ces mots à la fois optimistes et puis qui replacent bien les qualités du solaire thermique dans le bouquet de la production de chaleur renouvelable. Pour vous brosser à grands traits le déroulé de la journée, on aura le matin une série de conférences pour démontrer en quoi la chaleur solaire justement est une bonne solution contre le changement climatique. Et puis l'après-midi, nous allons vous en apporter la preuve avec des exemples tirés de différents secteurs d'activité ou de types de bâtiments. À présent, je voudrais demander à Edwige Porcher, si elle est là, de nous présenter le détail de la matinée. Edwige Porcher, qui est coordinatrice de projet du pôle solaire thermique et bâtiment d'Enerplan et grande organisatrice de cette conférence. Oui, bonjour à tout le monde. Merci à tous les participants de vous être inscrits aussi nombreux à cette journée. Effectivement, comme l'a dit Vincent, qui aujourd'hui, enfin cette année, se déroule sur une forme un peu particulière en raison des conditions sanitaires. Et en tout cas, nous sommes ravis de pouvoir vous présenter toutes ces actions et également tous les enjeux auxquels aujourd'hui vont être confrontés la chaleur solaire et sur lesquels nous allons pouvoir échanger. Donc ce matin, comme l'a dit Vincent, nous allons nous concentrer sur les raisons qui font que la chaleur solaire sont une solution aujourd'hui contre le changement climatique. Nous démarrons avec une table ronde qui va réunir des acteurs clés sur le marché pour débattre ensemble du soutien public par rapport au Green Deal et pour justement répondre aux enjeux qui ont été posés, voir comment la chaleur solaire peut jouer son rôle. Et ensuite, nous allons parler avec des acteurs de terrain aux différents stades d'un projet de chaleur solaire, de structuration au niveau des bureaux d'études, des installateurs, des exploitants, voir comment la filière s'est structurée, si cette structuration aujourd'hui est assez forte pour répondre à la demande. Et puis, nous ferons une petite pause au cours de laquelle une vidéo vous sera proposée en exclusivité pour la première diffusion. Et ensuite, nous tournerons avant la pause de déjeuner vers les innovations qui sont proposées, innovations à la fois au niveau technique et au niveau économique pour les années 2020. Et puis, à la fin de chaque table ronde, vous aurez la possibilité de poser des questions aux différents intervenants. Donc, ces questions, vous pouvez les poser durant les interventions dans le chat et puis nous leur poserons à la fin de chaque table ronde. Et nous vous proposerons également un petit sondage à la fin de chaque table ronde. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et puis à tout à l'heure. Merci Edwige. Nous allons donc commencer la première table ronde. Le soutien public au solaire thermique est-il cohérent avec le Green Deal? Je vais demander à nos intervenants de bien vouloir allumer leur caméra et leur micro. Nous allons avoir autour de cette table ronde virtuelle Louis-Marie de Noyel, qui est chargé de mission chaleur renouvelable de la Direction générale de l'énergie et du climat, la DGEC, du ministère de la Transition écologique. Michael Macaire, qui est le nouvel ingénieur thématique pour la filière solaire thermique de l'ADEME, donc il prend la succession de la bien connue Nadine Berthaumieux. Enfin, Olivier Godin également, qui est donc le vice-président de la chaleur solaire d'Enerplan, et puis Valérie Laplagne, qui est responsable chaleur renouvelable d'Uniclimat, le syndicat des industries thermiques, aérodiques et frigorifiques. Alors nous allons commencer, comme il se doit, par les aides de l'État avec Louis-Marie de Noyel.
Euh, L'année 2020 a connu un changement significatif dans le régime des aides aux particuliers, avec la fin prochaine du crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui est remplacé par MaPrimeRénov'. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes lignes du nouveau dispositif? On ne vous entend pas. Allumez votre micro, peut-être. On ne vous entend toujours pas. Vous avez la boîte de panne de configuration sur votre écran qui doit vous donner le petit micro vert. Très bien. Mon son vient d'être activé. Pardon pour Ça y est. le problème technique. Vous m'entendez tous, c'est bon? Un peu faible, peut-être un peu plus près le micro encore. Un peu faible, très bien. J'essaye de parler plus fort et distinctement. Bonjour à tous. Donc, comme vous le disiez, Vincent, une année un peu particulière, comme le rappelait aussi Olivier Gaudin en introduction, avec cette épidémie de Covid-19 de laquelle nous ne sommes pas encore sortis, qui a marqué fortement la filière du bâtiment avec une chute d'activité de 80% au plus fort de la crise, et cela dit, une reprise assez dynamique en sortie de confinement. Je vais donc vous donner quelques éléments sur d'abord de bilan sur le lancement de la nouvelle aide de l'État lancée en 2020, MaPrimeRénov', en remplacement progressif du crédit d'impôt pour la transition énergétique. J'avais quelques diapositives, je ne sais pas si c'est possible de les projeter, s'il vous plaît, pour avoir sous les yeux quelques éléments justement chiffrés de ce bilan. Et Voilà, voilà. merci beaucoup. Donc, MaPrimeRénov', pour quelques mots de rappel, donc c'est une prime en remplacement du crédit d'impôt pour la transition énergétique. Cette transition d'un dispositif à l'autre se fait en 2 ans, avec l'ouverture de MaPrimeRénov' en premier lieu en 2020 uniquement pour les ménages aux revenus modestes et très modestes, prime distribuée par l'ANA, et ensuite l'intégration en 2021 de l'autre moitié de la population des propriétaires occupants dans ce nouveau dispositif de prime en 2021, avec conjointement l'extinction du CITE. MaPrimeRénov' donc a été également impacté, bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, et puis comme vous l'avez peut-être aussi ressenti sur le terrain par la pandémie, l'épidémie de Covid-19, avec une instruction qui a ouvert le 8 avril, c'est-à-dire en plein cœur de la période de confinement, avec donc des conditions assez compliquées de démarrage pour les différentes équipes d'instructeurs, mais un démarrage qui a tout de même bien eu lieu et qui a engendré certains délais en début d'instruction et de dispositif qui ont créé certaines frictions sur le terrain, mais que nous voyons maintenant avec satisfaction se résorber. L'Agence nationale de l'habitat étant maintenant en capacité d'instruire les dossiers, de les prendre en charge dans les 2 semaines qui suivent leur dépôt. Quelques éléments chiffrés pour ce premier trimestre, enfin jusqu'à fin septembre, premier semestre, pardon, jusqu'à fin septembre 2020, c'est que nous avons 140 000 dossiers, comptes qui ont été créés, 100 000 dossiers qui ont été déposés, et sur ces 100 000 dossiers, 90 000 dossiers ont été instruits ou sont en cours d'instruction, et 70 000 primes ont été attribuées. Le décalage entre les 70 000 primes attribuées et les 90 000 dossiers déposés s'explique notamment par majoritairement par un ensemble de dossiers qui nécessitent d'être complétés et donc qui nécessitent des échanges complémentaires entre l'Agence nationale de l'habitat et le demandeur d'aide. Un dernier petit point avant de passer à la diapositive suivante, c'est un point sur le budget. Le budget initial avait été voté à 390 millions en loi de finances initiale 2020 et il a été observé que le dispositif a été plus dynamique que ce qui avait été anticipé et une rallonge budgétaire a été votée en juillet 2020 avec un budget donc pour l'année 2020 qui est maintenant porté à 575 millions. Et je le rappelle, c'est 575 millions
porte sur les ménages à revenus modestes et très modestes. Donc, quand on compare par exemple au montant du CITE des années précédentes, il faudra aussi tenir compte de l'enveloppe supplémentaire de 350 millions qui porte aujourd'hui encore dans le CITE sur les ménages à revenus intermédiaires et supérieurs. Est-ce que vous pouvez On peut rappeler un peu les grandes passer... catégories, Louis-Marie de Noyelles, qu'est-ce que c'est Oui, un ménage modeste et très modeste, revenus supérieurs, quels sont les revenus annuels considérés? oui, tout à fait. On peut passer à la diapositive suivante et je vais préciser effectivement ces points-là. Donc la population voilà, est divisée selon 4 catégories de revenus, très modestes, modestes, intermédiaires et supérieurs. Les ménages aux revenus modestes et très modestes correspondent au public cible de l'ANA historique, donc de l'Agence nationale de l'habitat. Et cela représente en gros les 5 premiers déciles de revenus de la population. Les barèmes de revenus qui délimitent ces catégories-là sont différents en fonction de la province ou de l'Île-de-France, ou plutôt Île-de-France ou hors Île-de-France, avec, pour vous donner quelques ordres de grandeur, par exemple, hors Île-de-France, un foyer avec une personne seule est considéré comme très modeste quand son revenu fiscal de référence est inférieur à 14 879 €, ou il est considéré comme modeste quand ses revenus fiscal de référence annuel est inférieur à 19 074 €. Et par exemple, si je prends un couple avec 2 enfants, ces deux plafonds-là, pour les ménages à revenus très modestes, sera de 30 072 €, 572 €, et pour un ménage à revenus modeste de 39 192 €. Et donc ensuite, nous avons donc les deux autres catégories de revenus considérés sont les ménages à revenus intermédiaires et les ménages à revenus supérieurs. La limite entre les deux était formulée donc cette année avec un critère de revenu fiscal de référence par part fiscale, mais en 2021, ce critère-là sera un peu simplifié pour se rapprocher plus de la formulation du critère selon les barèmes en vigueur de l'ANA. Et je peux déjà vous donner un ordre d'idée, même si je n'annoncerai pas en avance de phase tout ce qui va être annoncé là dans quelques jours, le 5 octobre, pour le plan de relance. Mais tout de même, pour vous donner un ordre d'idée, cette limite-là, entre ménages à revenus intermédiaires et supérieurs en 2021, sera fixée, par exemple, pour un foyer avec une personne seule, environ à 29 000 €. Et pour un couple avec 2 enfants, environ à 60 000 € de revenu fiscal de référence. Et donc, à ces différentes catégories de revenus correspondent des différents niveaux d'aide pour notamment cibler l'aide en particulier sur les ménages qui ont le moins de revenus disponibles pour ces travaux-là. Vous voyez donc là sur la diapositive un rappel des deux aides principales à la rénovation énergétique de l'habitat privé. MaPrimeRénov' d'une part, ou le CITE en ce qui concerne les ménages intermédiaires et supérieurs en 2020, et les C2E. D'une part, pour les équipements de chauffage solaire des locaux, donc les systèmes solaires combinés et les dispositifs solaires pour le chauffage, et d'autre part, pour les équipements de production d'eau chaude sanitaire solaire, avec donc des montants qui, comme vous le voyez, ont une assez forte hétérogénéité, avec la volonté notamment effectivement d'avoir un soutien vraiment ciblé sur les ménages aux revenus très modestes, et dans ce cas-là, par exemple, des aides vraiment attractives de 12 000 € quand on cumule, pour un chauffage solaire combiné, quand on cumule un forfait MaPrimeRénov' de 8 000 € et un montant de C2E de 4 000 €. Alors, on va pas avoir le temps de rentrer dans tous les montants décrits par le tableau, malheureusement. Tout à fait. Je rentre pas dans tous les détails. Les participants Simplement, donc, pourront avoir ces données par la suite, excusez-moi. Je voudrais juste vas-y. savoir, vous parliez du traitement des dossiers qui s'est amélioré. Est-ce que les démarches pour bénéficier des aides ont aussi été simplifiées? La démarche en particulier pour les ménages aux revenus modestes et très modestes est plus simple, au sens où auparavant ils devaient solliciter séparément les aides Habiter Mieux de l'ANA et d'autre part le CITE, là où aujourd'hui ces deux aides-là ont été fusionnées et le montant d'aide aussi a été revalorisé pour tenir compte de cette fusion, et ils n'ont donc plus qu'un dossier à déposer auprès de l'ANA et ils perçoivent l'aide en une fois. C'est le premier avantage, et le second avantage dont bénéficieront aussi les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs à compter de 2021, c'est le fait que l'aide arrive de façon contemporaine aux travaux.
là où le crédit d'impôt, par nature, comme tout crédit d'impôt, arrive 1 an après, au moment du paiement des impôts après la déclaration d'impôt. D'accord. Est-ce que vous aviez terminé de présenter ma prime rénov ou il y avait encore des éléments que vous vouliez présenter? Il y avait encore une slide derrière. Non, non, non. Oui, Donc, tout parce à fait. qu'il On y a va eu passer d'autres. à la slide d'après. Vous avez dit qu'on attend encore quelques Oui. précisions sur le plan de relance, mais il y a tout de même quelques éléments qui ont déjà été donnés début Voilà, septembre. Donc, quels sont les tout à fait. apports du plan de relance pour la filière solaire thermique? Donc, on a des apports assez significatifs. Le premier élément qu'on peut citer, donc, c'est d'abord cette rallonge d'enveloppe que je mentionnais en juillet 2020 avec 180 millions d'euros supplémentaires. Pour 2021-2022, on a encore des extensions très très significatives des aides pour la rénovation du parc résidentiel privé avec 2 milliards d'euros prévus sur les années 2021 et 2022. Donc un peu moins d'1 milliard en 2021, un peu plus d'1 milliard en 2022, qui se décline dans les grandes orientations suivantes que vous avez sur cette diapositive et qui seront précisées très prochainement le 5 octobre dans des annonces qui seront faites soit par la ministre du Logement, soit par le Premier ministre. Mais je peux déjà vous donner les orientations majeures. On a en premier lieu donc l'achèvement tout simplement de la réforme, donc l'intégration des propriétaires occupants donc aux revenus intermédiaires ou supérieurs dans MaPrimeRénov', ce mécanisme de prime contemporaine aux travaux. Et ensuite, en ce qui concerne les extensions à proprement parler de MaPrimeRénov', on va avoir l'extension de l'aide à toutes les copropriétés sur le modèle de l'aide versée par l'ANA auparavant qui s'appelait Habiter mieux copropriété. Aide qui a l'avantage d'être une aide unique versée directement au syndicat de copropriétaires et non pas individuellement à chaque copropriétaire, ce qui multiplie les démarches. Donc une aide unique versée en une fois au syndicat de copropriétaires et qui sera étendue à toutes les copropriétés au sens où elle pourra être versée indépendamment des situations individuelles des copropriétaires, donc indépendamment des revenus et indépendamment du statut de propriétaire occupant ou bailleur. Une deuxième extension majeure, c'est l'ouverture de MaPrimeRénov' aux propriétaires bailleurs de maisons individuelles. En 2020, le dispositif n'était ouvert qu'aux propriétaires occupants de leur maison. Et donc, on a cette extension-là qui permet d'intégrer tout le parc locatif dans ce dispositif d'aide à la rénovation énergétique, avec la précision de l'ouverture aux maisons individuelles, tout simplement parce que pour ce qui est des propriétaires bailleurs de logements collectifs, ces logements-là seront traités dans le cadre de l'aide que je mentionnais juste avant, à savoir les copropriétés, tout simplement, donc dans le cadre d'une aide unique versée au syndicat de copropriétaires. On a, autre extension majeure, on a également le renforcement des soutiens pour la rénovation globale pour les ménages aux revenus non modestes, avec la création d'un forfait spécifique dans MaPrimeRénov'. Pourquoi préciser non modeste? Simplement parce que les ménages aux revenus modestes continuent de bénéficier de l'aide Habiter mieux sérénité, qui est déjà destinée à la rénovation globale. En revanche, les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs disposaient d'un soutien à la rénovation globale qui n'était pas bien dimensionné ou adapté, dirons-nous, jusqu'en 2020. Et donc, cette aide-là va être renforcée en 2021. Et il y a là-dessus, notamment peut-être en particulier, un point d'intérêt pour le solaire thermique, puisque le solaire thermique a toute sa place à jouer en termes d'économie d'énergie, et notamment dans une opération de rénovation globale. Pour vous dire en un mot, le critère qui sera attendu pour la rénovation globale des maisons individuelles sera de 55% d'économie d'énergie en énergie primaire. Et donc, ces 55% d'économie d'énergie, le solaire thermique peut y contribuer de façon très très significative et il y a une place, je pense, à prendre là-dedans. Et donc deux autres points pour finir sur ces extensions du plan de relance via MaPrimeRénov', la création d'un bonus pour les travaux qui permettent à des logements de sortir du statut de passoire énergétique. Donc vous savez, ou je rappelle peut-être qu'on a 5 millions de passoires énergétiques en France. Par passoire énergétique, on entend des logements qui consomment beaucoup d'énergie, plus de 330 kWh par mètre carré.
Et un axe particulier d'action pour le gouvernement est la rénovation de ces passoires, avec donc la mise en place de cette aide supplémentaire pour inciter en particulier les propriétaires de ces logements-là à les rénover. Et tout dernier point, la création également d'une aide pour financer les prestations d'accompagnement des ménages, donc d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Un dernier élément à préciser sur le contexte qui est assez important sur ces extensions, c'est qu'elles sont annoncées comme plan de relance pour 2021. Cela dit, dans la volonté de rendre ces extensions opérationnelles le plus rapidement possible, les travaux engagés à compter du 1er octobre 2020, donc dans 2 jours, seront déjà éligibles à ces différentes extensions. Et donc, on invite tout à fait les ménages à se lancer dans ces démarches de travaux sans attendre janvier 2021, qui sera le moment à partir duquel ils pourront déposer leur dossier. Mais les travaux démarrés à compter du 1er octobre seront pris en compte et rendus éligibles s'ils respectent donc les différents critères techniques qui seront précisés dans quelques jours. D'accord. Donc là, on a pu brosser les aides, on va dire, de l'État, les aides publiques. Il y a cependant un deuxième étage à la fusée. Il y a aussi les aides privées à travers les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots, mais rapidement, s'il vous plaît? Oui, très, très rapidement. Donc vous pourrez le voir par ailleurs en reprenant la diapositive qui présente les montants d'aide, donc avec les montants cumulés C2E et MaPrimeRénov', qui permettent d'obtenir des financements assez attractifs. Il y a les C2E donc, qui sont une aide distribuée en particulier par les fournisseurs d'énergie et d'autres structures associées pour les travaux de rénovation énergétique en particulier. Certaines opérations de bonification de ces aides ont été mises en place pour les opérations représentant un intérêt particulier en termes de réduction des émissions de carbone ou d'économie d'énergie. C'est ce qu'on appelle notamment, en ce qui concerne le solaire thermique, c'est ce qu'on appelle le coup de pouce chauffage, qui permet d'obtenir des aides meilleures que dans le cas standard, quand un équipement de chaleur renouvelable, par exemple, remplace une ancienne chaudière non performante au fioul ou au gaz ou au charbon. Le coup de pouce chauffage, donc, qui au départ était prévu pour les années 2019-2020, a été étendu jusqu'à 2021 dans le cadre de ce plan de relance et pourrait être étendu au-delà lors du démarrage de la 5e période d'obligation des certificats d'économie d'énergie. D'autre part, dans la foulée de ce renforcement de l'aide à la rénovation globale que je mentionnais sur la diapositive suivante, de la même façon, les C2E, l'incitation est mise également de façon cohérente sur les C2E avec la création d'un coup de pouce, donc d'une bonification de ces certificats d'économie d'énergie dans le cadre particulier des opérations de rénovation globale de maisons individuelles d'une part et d'autre part de copropriété, avec des critères qui seront alignés avec les critères de MaPrimeRénov' pour la rénovation globale. Donc on retrouve les mêmes orientations de renforcement de l'aide, notamment via les C2E. Et donc, 3 petites précisions aussi en bas de cette diapositive, mais qui sont d'importance vu les montants mis en jeu. Avec donc simplement pour compléter la description du plan de relance pour la rénovation énergétique, 4 milliards disponibles en 2021-2022 pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, 500 millions pour les logements sociaux et 200 millions pour la rénovation énergétique du parc tertiaire des petites et moyennes entreprises, avec la création d'un crédit d'impôt de 30% sur ces dépenses-là. Merci beaucoup pour cette présentation exhaustive. Olivier Godin, est-ce que vous avez ressenti le changement de dispositif du crédit d'impôt à la MaPrimeRénov', pardon, comment se porte le marché du solaire thermique en 2020? Quels sont les premiers signes? Alors, 2020 a été marqué par la gestion confiée des aides à l'ANA, qui a créé un trou d'air sur les 6 premiers mois de l'année. De fait, il y a eu la crise sanitaire, mais il y a eu une organisation à mettre en place qui a demandé un certain temps. Il y a eu aussi au niveau de l'ANA, peut-être une exigence ou une attention trop particulière à la position de la virgule qui génère beaucoup d'allers-retours
Donc Gaël Parins en parlera ultérieurement. Et je tenais aussi à dire que tous les dossiers qui n'ont pas eu de réponse pendant 6 mois, c'est pas comme un permis de construire, donc sont refusés. Et donc, ça veut dire que tous les chauffagistes, tous les personnes qui ont fait des demandes et qui n'ont pas reçu de retour doivent redéposer leur dossier. Au niveau des aides, donc l'exclusion du 9e et 10e décile des aides, le solaire thermique est une solution vertueuse, mais c'est aussi une solution qui nécessite le plus d'investissement. Et donc concrètement, le 9e et 10e décile qui correspondent à un salaire de 1 700 € qui est bonifié par enfant à charge, fait que la majorité des personnes en capacité d'investir se sont vues exclues des aides. Donc ça a un impact sur les chiffres d'installation déjà? Tout à fait. Donc j'allais y venir, je balaye tout et après je vous donne les chiffres marché. Il y a eu aussi l'arrêt du NTE, donc le soutien aux nouvelles technologies émergentes. Donc il y avait le chauffage solaire, il y avait le solaire hybride couplé à une PAC. On va en parler dans quelques minutes avec Michael Macaire de l'ADEME de la fin de ce dispositif, donc de l'appel à projet nouvelles technologies émergentes. Là, je voulais d'abord vous interroger sur effectivement MaPrimeRénov' et puis aussi sur les annonces du plan de relance. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses positives, il y a beaucoup d'argent mis sur la table. Est-ce que ça, c'est des signes qui vous réconfortent et qui permettraient au solaire thermique d'en profiter, selon vous? Tout à fait. Alors, pour l'instant, l'annonce d'une hausse des aides a plutôt créé un trou d'air, puisque si je vous donne notre exemple de Solisart, parce que je suis aussi le président de Solisart, on était en croissance avant le Covid, après le confinement. Ce qui fait que sur les 6 premiers mois de l'année, on était stable. L'annonce d'hausse a généré une baisse d'activité de 50%, les Français attendant les aides. Donc, toute la question de ces nouvelles aides, ça va venir booster. On va revenir sur un même niveau de soutien qu'en 2017. La question est de savoir les critères d'éligibilité. Si jamais ces critères sont complexes ou n'inspirent pas confiance, parce qu'il faut atteindre 55%, oui, mais quelles conditions, quel code de calcul, qui est éligible, comment ça va se traiter, eh bien, ça va créer de la défiance jusqu'en janvier, plus le temps de délai de traitement des dossiers. Donc là, il y a un gros risque et une attention toute particulière qui va être portée sur la simplicité, le moins de critères possible et idéalement d'avoir une aide et puis peut-être bonifier s'il y a des critères, mais au moins d'avoir quelque chose où les Français sont sûrs, sinon ils vont attendre. Donc, vous dites qu'il y aurait peut-être un trou d'air pendant l'année 2020, mais 2021 devrait déjà avoir des perspectives plus rayonnantes, on va dire? Alors, les propositions vont dans le bon sens. Ensuite, 2020, il y aura Valérie Laplagne qui va intervenir sur l'évolution de la RE 2020. Donc, il va donc la réglementation environnementale, donc la nouvelle réglementation thermique du bâtiment. Voilà. Et donc, on change le thermomètre. Donc, le coefficient de transformation d'énergie primaire va être baissé de 12%, ce qui fait que les bâtiments neufs vont pouvoir consommer 12% de plus. Donc, on reviendra sur ce point également après l'intervention de Valérie Laplagne. Sur le plan de relance, est-ce que vous vouliez conclure? Alors, sur le plan de relance, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées. L'évolution du coup de pouce, l'évolution de la prime, l'éligibilité au 9e et 10e décile, et d'atteindre une performance plutôt que de donner ça sans condition. Je trouve que c'est très vertueux, que ça va dans le bon sens. Donc, on constate qu'il y a une vraie prise en considération et un vrai tournant dans l'activité et dans la volonté de la puissance publique d'aller dans la transition énergétique. Donc tout ça va dans le bon sens.
Et il faudra, je pense, pour transformer ça en succès, être très vigilant sur la simplicité d'application et les critères d'éligibilité. D'accord, merci. On va passer la parole à Michael Macaire, pardon. On reviendra peut-être vers vous après l'annonce des différents appels à projets. Michael Macaire, vous êtes donc le nouvel ingénieur solaire thermique de l'ADEME. J'aurais aimé que vous rappeliez très rapidement les principaux outils de l'ADEME pour soutenir la filière solaire thermique. On ne vous entend pas. Pensez bien à allumer vos micros avant de prendre la parole. Vous pouvez même les laisser connecter si ça ne gêne pas. Voilà, le son a été activé. On vous entend. Très bien. Oui, donc effectivement, l'ADEME aide historiquement le solaire thermique sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc moi, ça me fait bizarre de vous parler de ça vu que je viens d'arriver très récemment, mais l'ADEME a financé le solaire thermique bien avant que j'arrive. Et donc ça commence par le financement et le montage de projets, donc depuis la R&D et l'innovation avec des appels à projets de recherche, le financement de thèse également. Ça continue dans la maturation des technologies avec l'AAP sur les nouvelles technologies émergentes dont on a parlé, mais également avec tout ce qui est financement des investissements d'avenir. Et puis, on va jusqu'à l'industrialisation, la maturation des technologies, la massification des technologies via le fonds chaleur depuis 2009. Et même récemment, soutien sur les grandes installations depuis 2015. Donc ça, c'est pour le financement des projets. En plus de ça, voilà, l'ADEME participe, disons-nous, à la structuration de la filière par la mise en place de formations. Donc, on va parler de la formation Socol exploitant plus tard dans la journée. Il y a aussi une formation sur les réseaux de chaleur qui est organisée par l'INES le 17 au 19 novembre, soutenue par l'ADEME. L'ADEME utilise également ces canaux de communication pour offrir une visibilité aux belles références, aux belles installations solaires thermiques qui fonctionnent pour donner de la visibilité à la filière. On accompagne également l'information et la mise en place de journées de partenariats sur des journées techniques, des journées d'information, ce que font en particulier les directions régionales qui font un super boulot au plus proche des porteurs de projets sur le terrain. Donc voilà, c'est surtout ce panel que l'ADEME aide le solaire thermique. Très bien. On m'a dit aussi que le fonds chaleur avait une petite entrée quand les projets dans le neuf atteignaient 15% de mieux que la réglementation thermique ou de la performance réglementaire. Est-ce que voilà, les installations sur ce type de bâtiment peuvent aussi bénéficier d'aide? Oui, alors, je n'ai pas grand-chose à raconter, mais oui, effectivement, depuis 3 ans, l'ADEME a introduit la possibilité d'aider via le fonds chaleur les bâtiments performants, donc avec un CEP max moins 15%. Car effectivement, historiquement, on ne peut pas aider le neuf, mais dans ce cas-là, le solaire thermique, comme d'autres technologies, peuvent être financés par le fonds chaleur. Et pour ça, je vous renvoie du coup aux règles et aux conditions d'éligibilité, puisque c'est écrit à ce moment-là. Alors en particulier sur les appels à projets de l'ADEME qui permettent de financer des projets d'ampleur, les grandes installations, on appelle à projet grandes installations. Est-ce que les installations, le nombre d'installations de dossiers que vous déposez est satisfaisant? Ça augmente, ça baisse? Quelles sont les tendances sur ce type de projet? Satisfaisant, ça dépend des projets qui se montent, mais l'ADEME en demandera toujours plus. Ce qu'on a constaté, nous, c'est un nombre de projets déposés par vague, donc à peu près par année, qui est stable aux alentours de 5. Donc on a assisté jusqu'à 2020, voilà, un nombre de dossiers assez stable, mais un nombre de mètres carrés, donc de surface de capteurs qui augmentait par contre. Donc c'est des projets de plus en plus ambitieux. Juste pour quelques chiffres, en 2015, je crois qu'il y a eu 5000 m² de capteurs qui a été proposé à l'ADEME, quand en 2019, on était sur 40 000, donc x8. Malheureusement, du coup, en 2020, on sera en dessous de ça, par toutes les raisons du contexte, un peu à la fois sur l'activité, mais également le contexte de la compétition avec le prix du gaz qui est très bas actuellement, qui a forcément mis
mis potentiellement à mal ou en pause des projets. Et quels sont les types de grandes installations qui sont les plus souvent déposés? Alors, les projets sont principalement type industriel, actuellement des serres agricoles et des réseaux de chaleur. Donc, Mhm. très peu de logements collectifs, par exemple. Il y en avait dans la première année de cet appel à projet grande installation. Mais ensuite, ça a plutôt laissé place à des projets industriels assez variés jusqu'en 2019. Cette année, on n'en a pas. Probablement, comme je l'ai dit, à cause du contexte, du prix du gaz très bas et de l'exigence un peu des industriels qui exigent des taux de retour sur investissement très courts. Ce qu'on a constaté plutôt cette année, c'est le développement de projets de chauffage de serres agricoles. Donc sûrement que cette tendance, elle a été voilà, accentuée par le passage au bio des serres, donc le besoin de chaleur renouvelable. Et donc pour ces types de projets-là, le solaire thermique fonctionne vraiment très bien. Alors à la nuance près qu'effectivement, le solaire thermique s'applique particulièrement bien à ces serres quand il y a des besoins estivaux qui sont importants. Alors, typiquement, des besoins de déshumidification dans les serres. Donc, on est plutôt sur la moitié nord du pays, mais potentiellement également des besoins de froid ou autres qui viendraient compléter les besoins en eau chaude. Mhm. Donc, vous êtes toujours en demande de projet. Il y a encore de quoi financer beaucoup plus que ce que vous faites en ce moment. C'est ça le message à Oui, bien passer? sûr. Dernière chose, j'ai oublié de parler aussi un petit peu des réseaux de chaleur. Tous les ans, dans, les, dans cet appel à projet, on a toujours un ou deux projets de couplage de solaire thermique sur du réseau de chaleur. Et du point de vue de l'ADEME, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie d'encourager également. Ça reste des projets qui sont encore assez chers, mais qui trouvent leur place. Et il y a besoin de poursuivre et de renforcer ces projets-là, notamment via la collaboration avec des grands opérateurs énergétiques comme Dalkia ou Engie. Et effectivement, l'ADEME, toujours demandeur de dossiers, il n'y aura pas de problème de ce point de Alors, vue. on reviendra sur les réseaux de chaleur dans l'après-midi. On passera un petit moment en fin de journée sur le sujet et sur la façon aussi de multiplier le nombre de projets sur les réseaux de chaleur. Pardon. Il y avait un dernier point sur lequel je voulais vous interroger, c'est sur l'appel à projet Nouvelles technologies émergentes qui avait été créé pour soutenir l'innovation en phase de pré-industrialisation. Il a été suspendu en 2019. Pour quelles raisons? Alors c'est vrai, donc c'était avant que j'arrive. Donc pour le replacer, cet appel à projet NTE, c'était effectivement en aval de la R&D, en amont de toutes les aides sur la massification qui sont aidées via le fonds chaleur. Alors il a actuellement été suspendu car il a rencontré des difficultés dans sa tenue, mais aussi de belles réussites. Et en gros, il a été suspendu parce qu'il y a peut-être besoin d'un temps d'arrêt pour pouvoir analyser un peu ce qui a été fait, regarder et pouvoir tirer des conclusions sur cet appel à projet, à la fois sur la forme, à la fois sur le fond, pour savoir quelle était sa pertinence, puisqu'en plus, il n'y avait pas que le solaire thermique qui est concerné, ça concerne d'autres solutions de chaleur. Mais il est vrai que ce NTE avait trouvé sa place, il avait été apprécié par certains acteurs et beaucoup de technologies ont pu être testées comme les murs solaires, les SSC, des packs solaires et ça fait partie des résultats favorables, des résultats positifs qui découlent de cet appel à projet. Alors peut-être que je vais l'apprendre à certains d'entre vous, mais des discussions sont en cours pour une introduction progressive des SSC et des packs solaires dans le fonds chaleur dès 2021. Il y a des discussions actuellement en cours au sein de l'ADEME. Même l'ADEME, dans son groupe permanent, a pris une position même favorable en ce sens il y a quelques jours. Tout n'est pas encore validé. Il faut qu'il y ait un process interne, une validation aussi avec la DGEC sur toutes ces questions-là. Mais voilà, à l'issue du NTE, typiquement, on voit que des choses peuvent évoluer à court terme sur les technos testés. D'accord. Mais sur l'innovation elle-même, est-ce que vous avez d'autres moyens maintenant de soutenir l'innovation? Oui, bien sûr. En gros, il n'y avait pas que le NTE pour soutenir l'innovation. D'autres guichets de financement existent. Alors pour les TRL qui sont assez bas, comme je le mentionnais, il y a les guichets de recherche et développement sur l'AP R&D. Et puis ensuite, il y a les investissements d'avenir.
l'ADEME encourage les porteurs de projets à se tourner vers ces guichets de financement. On en a quasiment pas dénombré sur les dernières années, et il faut aussi qu'on comprenne pourquoi. Ça se trouve, il y a une inadéquation et on est prêt à entendre les raisons. Mais voilà, typiquement dans les investissements d'avenir, je peux penser au concours innovation qui a lieu, où il y a deux sessions par an, donc toujours au moins une qui concerne l'énergie. Il y a un appel à projet sur des démonstrateurs de systèmes énergétiques aussi. Donc, c'est des guichets qui sont ouverts. Et puis, quoi qu'il en soit, l'ADEME saura toujours écouter les porteurs de projets. Si vous ne savez pas encore très bien vous situer, n'hésitez pas à venir nous en parler. L'ADEME organise régulièrement des journées ou des points de discussion avec les acteurs pour qu'ils nous fassent remonter leurs besoins. Et puis voilà, sur un plan personnel, moi, depuis que je suis à l'ADEME, j'ai rencontré des personnes qui ont des lignes directrices, mais qui sont absolument pas fermées. Et ces lignes directrices qui sont construites par la vision globale des technologies qu'ils ont et puis par leur expérience, ce sont des lignes qui peuvent bouger. Et j'ai rencontré moi des gens qui sont très ouverts à la discussion et à des arguments favorables. Donc, ce qu'on invite, enfin, ce qu'on a envie de pousser, c'est la discussion avec les porteurs de projets, s'ils ont des projets pertinents, qui viennent nous en parler, et puis peut-être qu'on les orientera vers des guichets autres que ceux auxquels ils avaient pensé à la base. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Olivier Godin, rapidement, est-ce que vous avez senti un impact de l'arrêt de cet appel à projet NTE? Quel serait votre commentaire sur le sujet? Alors, le NTE, oui, ça a eu un impact, parce que tous les acteurs, quels que soient, se sont posés des questions, mais les échanges que l'on a avec l'ADEME en ce moment, puisque le NTE avait aussi une vocation d'être transitoire pour permettre d'intégrer les solutions innovantes dans le fonds chaleur. Et donc, on est à cette phase-là. Donc ça, c'est très bien. Et donc, c'est une bonne chose. La seule remarque que j'aurais à faire, c'est qu'il y a eu une petite période de trou d'air, voilà, entre 2019 et 2021. Mais la volonté de rentrer ça dans du fonds chaleur qui est beaucoup moins lourd, beaucoup moins en termes de paperasse d'administratif, c'est une très bonne chose. Et ça va permettre de développer, dynamiser les nouvelles solutions. Merci Olivier. On va devoir avancer un peu sur le programme pour passer maintenant à la question massive de la nouvelle réglementation thermique, la future RE 2020 qui ne va pas tarder à arriver. Valérie Laplagne, vous êtes responsable chaleur du syndicat Uniclimat. La future réglementation doit entrer en vigueur. Est-ce qu'elle va être en mesure de favoriser le solaire thermique ou au contraire de réduire sa place dans le bâtiment neuf? Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est une question qui est, il est assez compliqué d'y répondre comme ça d'emblée. Peut-être que je vais vous rappeler tout d'abord un petit peu le calendrier de cette RE 2020, enfin à notre connaissance en tant qu'acteur. Qui suit le déploiement de cette réglementation. Les travaux, ils ont commencé en 2016. Il faut savoir que ça fait 4 ans en fait qu'on travaille sur cette future réglementation des bâtiments neufs. Fin 2016, une expérimentation s'est mise en place pour 2 ans. Et puis, en 2019, une concertation a démarré et elle se poursuit en 2020. Donc au niveau du calendrier, là, c'était une réglementation qui devait être en place comme son nom l'indique en 2020. On est clairement sur 2021 pour son application. Les textes devraient être publiés fin de cette année. Et pour l'instant, l'application est attendue en juillet, enfin mi-2021. Est-ce que ce sera décalé? Eh bien, je ne sais pas vous le dire.
Toujours est-il que la concertation, la dernière concertation qu'il y a eu s'est déroulée en juillet. C'était une concertation au pas de charge, donc avec des réunions en distanciel, hein, forcément, sur une semaine, et on attend encore une réunion finale de concertation qui doit se dérouler dans les jours qui viennent. Là, on n'a pas de date pour l'instant, mais on nous a annoncé fin septembre, début octobre pour une avancée dans cette concertation. Donc déjà voilà, en premier lieu, les éléments de planning de cette réglementation. Mais il y a tout de même eu un grand bouleversement qui a été annoncé l'an dernier avec la modification des coefficients d'énergie primaire et de contenu CO2 de l'électricité. Ça, c'est toujours sur la table. Ces modifications devraient favoriser les solutions électriques, donc a priori pas tellement le solaire thermique. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qui a été introduit à l'époque et puis vous dire si vraiment ça chamboule tout? Alors effectivement, il y a un certain nombre d'évolutions, hein, de changements par rapport à la RT 2012 que l'on connaît. Donc vous citiez l'évolution des coefficients liés à l'électricité. On a d'une part le coefficient, le facteur énergie primaire de l'électricité, qui était dans la RT 2012 de 2,58 et qui passe à 2,3 dans la RE 2020. Donc ce coefficient, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le coefficient qu'on applique à la consommation électrique en énergie finale pour avoir la consommation en énergie primaire, puisque dans la réglementation des bâtiments, on raisonne en énergie primaire et les exigences qui concernent l'énergie sont en énergie primaire. Pour info, donc le coefficient pour le gaz est de 1. L'autre coefficient, il concerne les émissions de CO2, et donc le facteur d'émission pour le chauffage électrique, qui était auparavant de 210 grammes de CO2 par kilowattheure, passe à 79 grammes de CO2 par kilowattheure. Voilà, donc ça, ce sont ces deux coefficients qui évoluent et qui bousculent effectivement l'équilibre des énergies. J'y reviendrai peut-être après sur l'impact que cela peut avoir. Il y a d'autres nouveautés hein, dans la réglementation 2020, puisque sur le domaine de l'énergie, que l'on connaît bien avec la RT 2012, il y a l'introduction d'un ratio chaleur renouvelable, avec une volonté des pouvoirs publics d'obliger à la chaleur renouvelable dans le résidentiel. On ne sait pas encore comment, mais il y a une volonté. Par ailleurs, le gros morceau, je vais dire, enfin il y en a deux, mais il y en a un qui est particulièrement nouveau, c'est l'impact carbone du bâtiment sur toute sa durée de vie, donc de sa construction, son utilisation jusqu'à sa déconstruction, avec une période de référence de 50 ans. Et ça, c'est vraiment la grosse nouveauté de la RE 2020. C'est pour ça qu'on l'appelle RE d'ailleurs, réglementation environnementale. Donc ça demande d'évaluer les impacts de ce bâtiment sur toutes ses phases de vie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle du coup pour la chaleur renouvelable et solaire thermique en particulier? Alors, peut-être que j'y reviendrai après, parce qu'effectivement, l'obligation de chaleur renouvelable, elle peut se faire de deux manières, soit avec le ratio chaleur renouvelable dont j'ai parlé, soit avec, avec un paramètre qui est l'impact carbone sur les consommations d'énergie, c'est-à-dire l'impact carbone lié aux consommations d'énergie pendant l'utilisation du bâtiment. Pour l'instant, les pouvoirs publics n'ont pas décidé de quelle manière se ferait cette obligation de chaleur renouvelable, soit directement par un ratio, donc ratio de chaleur renouvelable, soit indirectement en mettant un seuil sur les émissions de carbone liées aux consommations d'énergie. Alors avant de revenir peut-être un peu plus en détail sur ces deux paramètres qui concernent, qui impactent le solaire thermique, il y a quand même un troisième volet dans la RE 2020 qui est le confort d'été, avec l'introduction dans toutes les zones géographiques et pour tous les bâtiments du besoin de froid et donc de consommation de froid associé.
et notamment de consommation de climatisation fictive. Donc ça, comme ça, on se dit, bon, ben, pourquoi pas, ou quel est l'impact? En fait, ce sont des consommations qui sont importantes, et pas seulement en zone sud, et donc qui modifient la manière d'appréhender les consommations d'énergie dans le bâtiment. Là où on avait du 50 kWh ou 57,5 en logement collectif en RT 2012, on se retrouve avec des niveaux de consommation de 90 kWh par mètre carré par an, ce qui crée une grosse modification. On va devoir accélérer un petit peu, donc si vous pouviez revenir justement sur l'aspect carbone, comment favoriser le solaire thermique avec le seul impact carbone, le seul critère? Alors, Parce que c'est comme ça que ça se formule. Est-ce que ce sera alors, voilà, vous aviez en fait, parlé d'une aujourd'hui, obligation de chaleur renouvelable. Comment est-ce que ça va favoriser la chaleur renouvelable sous ces deux aspects, ratio et critères carbone? alors, pour vous donner un aperçu de comment se positionne le solaire thermique au vu de ces deux ratios, de ces deux paramètres, pardon, sur le ratio de chaleur renouvelable en maison individuelle, le solaire thermique donne des ratios de 15% environ et un peu plus dans le sud, 20%. Il faut savoir que à côté de cela, la pompe à chaleur, elle, va donner plus de 20% en ratio de chaleur renouvelable et le bois plus de 50%. Alors pourquoi? Principalement parce que le solaire, dans les calculs qui ont été faits, agit sur l'eau chaude sanitaire seule, alors que la pompe à chaleur et le bois sont des équipements double service. En logement collectif, on a un ratio de chaleur renouvelable de 12 à 17% dans le sud, là où la pompe à chaleur va apporter plus de 20% et le bois également plus de 50%. Donc on voit que le ratio de chaleur renouvelable, c'est un bon indicateur pour le solaire, mais il est assez faible quand même pour le solaire thermique, dans la mesure où le solaire agit dans l'état pour l'instant, sur l'eau chaude sanitaire seule. En termes d'impact carbone sur l'énergie, en maison individuelle, donc le solaire est couplé à du gaz, que ce soit en maison individuelle ou en logement collectif, pour l'instant en tout cas. Et on a là un paramètre carbone qui s'élève à 10 kg de CO2 par mètre carré et par an lorsqu'on a du solaire, là où en PAC, on va, ou avec d'autres ENR, on va être aux alentours de 2-3 kg. En logement collectif, on est plus haut, on est à 14 kg avec une isolation standard, là où les autres solutions ENR sont plus basses également. On ne va pas avoir le temps de tout détailler, donc est-ce que vous pourriez arriver directement à la conclusion? Comment se place le solaire thermique dans les futurs bâtiments conçus avec cette réglementation? Alors on voit qu'avec le ratio de chaleur renouvelable, on a un impact direct, c'est-à-dire qu'on peut tout de suite imposer l'obligation de chaleur renouvelable. Avec le paramètre sur l'impact carbone, eh bien, il y aurait des améliorations probablement à apporter pour le solaire, notamment étudier le couplage avec du solaire avec l'électricité ou avec d'autres énergies renouvelables. Je pense notamment à la biomasse ou même aux pompes à chaleur. Sachant que dans ce cas, on est sur des coûts plus importants et que donc on s'orienterait plutôt vers l'obtention de labels qui restent à définir, qui ne sont pas définis aujourd'hui pour le moment. Il y a aussi des améliorations à apporter quand même pour le solaire dans la méthode en elle-même. Il faudrait pouvoir introduire le SSC en logement collectif. Il faudrait pouvoir bien valoriser tout simplement le solaire sur le bouclage, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, l'apport du solaire sur le bouclage. Et puis, en maison individuelle ou en logement collectif pour la suite, il faudrait améliorer aussi la modélisation du système solaire combiné, donc du chauffage. Pour l'instant, le calcul donne une productivité qui est 2 fois plus faible que les relevés de terrain.
D'accord. Donc encore un certain nombre d'améliorations avant que le solaire, la chaleur solaire puisse trouver sa Oui. place dans cette réglementation. Désolé, on a un peu de retard, donc il faut que j'accélère un peu. On prend quelques minutes pour prendre des questions du public suite à vos interventions. Je passe rapidement la parole à Edwige pour les questions du public. Si tu nous entends, Edwige. Oui, bonjour. Rebonjour. Oui, donc alors il y a un certain nombre de questions, donc on aura l'occasion de éventuellement de se faire suivre à la suite de l'événement des documents plus complets, mais en tout cas sur les premiers témoignages donc de Louis-Marie de Noyel, on a quelques questions qui sont centrées d'une part sur la vision. Est-ce que le ministère aurait une vision plus précise de quelles sont les filières qui ont le plus bénéficié jusqu'à présent de MaPrimeRénov', puisqu'on a la sensation que le solaire thermique n'a pas vraiment bénéficié. Donc, quelles sont les filières qui en auraient le plus bénéficié, comme par exemple les pompes à chaleur ou le bois? Et d'autres séries de questions également qui sont portées sur les dérives, les risques par rapport aux aides qui sont mises en place. Est-ce qu'il y a des garde-fous qui sont prévus pour éviter certaines dérives qu'on a pu voir par exemple dans l'isolation à 1 euro? Alors, efforcez-vous de répondre là aussi brièvement pour qu'on puisse avoir éventuellement une deuxième voire troisième question. On ne vous entend pas. On vous entend toujours pas. Non, c'est un- Ah, le micro est Ah, coupé ça y est. par l'organisateur. Ah, c'est l'organisateur qui a coupé le micro. Ah, Voilà, voilà, le son a été coupé. mon son a Vous êtes été. là, moi aussi. Donc, je vous, je vous réponds rapidement du coup. Il y avait deux questions donc différentes. Quelles filières ont bénéficié ou non de MaPrimeRénov'? Donc, de fait, c'est un peu la complexité quand on lance ce nouveau genre d'aide, et puis notamment en fait quand on modifie aussi le calcul de cette aide-là. Avant, on était sur un taux unique, et l'un des objectifs de la réforme était de passer à des forfaits dimensionnés selon les performances de chaque technologie et type de geste. Ce qui, du coup, de fait, est une grande nouveauté et qui représente aussi par la suite un certain enjeu d'adaptation, parce que, de fait, les montants initiaux qu'on met sont dimensionnés au mieux de la connaissance qu'on en a, mais ne nous permettent pas non plus de savoir prédire comment réagiront les différents gestes. Effectivement, je confirme que la filière, en particulier biomasse, effectivement est assez dynamique dans MaPrimeRénov', et qu'effectivement la filière solaire thermique est plutôt moins dynamique que ce qu'on avait anticipé. Donc de notre part, ça va appeler des réflexions dans les mois et années à venir pour voir il faut se laisser aussi un peu plus de temps quand même. On ne peut pas non plus le faire sur un terme trop court, mais de fait, c'est des points d'attention qu'on a en tête. Et ça rejoint votre deuxième question qui est est-ce qu'il y a des barrières ou en tout cas des garde-fous plutôt mis en place pour s'assurer de la qualité des installations et aussi encadrer les possibilités de fraude? De fait, l'un des premiers éléments là-dessus va être le juste dimensionnement de l'aide par rapport aux différents gestes. C'est sûr, par exemple, pour prendre un exemple, que le soutien par exemple, j'ai deux filières en tête, mais soit aux pompes à chaleur ou bien à l'isolation thermique par l'extérieur, a été très important, un peu trop par rapport aux gestes en question, ce qui ne nie pas du tout hein, la performance de ces gestes, hein, qui sont bien entendu des filières très performantes. Simplement, de fait, on a vu qu'en dimensionnant des aides un peu trop élevées, on déclenchait des phénomènes potentiellement d'appel d'air, notamment parfois de fraudeurs.
Et on observe aussi sur ces filières, dans ce genre de situation, des augmentations des coûts qui ne sont pas justifiées par une évolution technologique particulière. Et donc, voilà, au cas par cas, dans telle ou telle situation et en étant assez précautionneux, ça appelle l'ajustement de certains forfaits, soit à la hausse, soit à la baisse. Après, en dehors de Merci. ce simple mécanisme-là qui doit quand même être fait avec précaution, il y a aussi tout simplement le label RGE qui est là pour garantir la qualité de la compétence de l'installateur. On va avoir l'occasion d'en reparler. Edwige, encore une question? Oui, alors une question pour Michael Macaire, donc de l'ADEME. Est-ce que le fonds chaleur sera-t-il encore accessible dans le neuf en 2021 sous le même principe avec 15% de mieux que la réglementation en vigueur? Gardez vos micros allumés, le micro est éteint. Merci l'organisateur. Oui, donc je n'ai pas les éléments malheureusement de réponse pour ça. Je pense que ça ne dépend pas que d'un seul paramètre, comme on l'a vu, la RE 2020 va influencer de nombreux paramètres. Donc je ne peux pas encore m'avancer sur le maintien de ce CEP moins 15%. Mais le but, toujours dans le fonds chaleur, c'est de garder un rôle incitatif à la performance énergétique de l'aide. Edwige, Oui, merci. Donc, on peut oui, conclure là? oui, alors on a des questions assez techniques également pour concernant la RT enfin la RE 2020. Ce que je pense, c'est que nous allons de toute façon à la fin de la journée voir toutes ces questions un peu spécifiques et ensuite peut-être les transmettre aux intervenants ou réaliser voilà, un petit résumé des questions du chat pour les que vous aurez ensuite. Je réponds également à certaines questions pour bien vous préciser qu'effectivement, les présentations seront disponibles en téléchargement après l'événement. Voilà, je vous laisse la parole pour la prochaine table. Merci Edwige, merci à vous tous. Je ne peux pas vous applaudir, mais merci d'avoir participé à cette première table ronde.